ont été donc lancés officiellement, comme l'a précisé Joël, en octobre 2016. Donc, ils remplacent les lignes directrices du GRI-G4 que Juliette nous a déjà présenté dans un précédent webinaire. Donc le G4 était en vigueur avant octobre 2016. Donc je vais laisser Juliette se présenter et présenter un peu ses activités au niveau de l'organisation, mais on la remercie vivement. Donc elle va vous présenter donc les nouveaux standards qui reprennent les mêmes thèmes. Et elle va vous présenter donc les changements de structure qui sont présents dans cette nouvelle version. Voilà. Donc, je vais couper mon micro. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de conversation. Moi, je listerai ces questions et je me chargerai de les poser à Juliette. Donc, merci beaucoup, Juliette. Je coupe mon micro. Merci Aurélie. Bonjour à tous. Comme disaient Joël et Aurélie, c'est la deuxième fois que je suis invitée donc à faire partie de ce programme annuel et j'en suis ravie, puisque c'est pour nous toujours une occasion aussi de vous expliquer un peu qui est le GRI, et quels sont nos standards, pourquoi les standards, et répondre surtout à toutes vos questions que vous pourriez potentiellement avoir. Donc merci pour cette opportunité encore cette année. Je travaille au GRI, juste pour un peu une introduction, depuis 4 ans, dans l'équipe qu'on appelle Corporate and Stakeholder Relations. Et en gros, cette équipe du GRI se charge des relations avec les parties prenantes du GRI, principalement évidemment des utilisateurs, donc des standards, donc des entreprises, mais aussi toute la communauté d'investisseurs, d'experts, de consultants, d'agences de notation, etc., via différents programmes, différents projets. Et je vais vous en présenter par exemple un aujourd'hui, rapidement sur les standards, juste pour vous dire un peu comment notre équipe aide en gros le réseau à comprendre un peu mieux les standards et vraiment à avoir cette collaboration un peu plus poussée avec notre réseau, notre cœur de réseau. Alors comme le disait Aurélie et Joël, on aura deux parties, parce qu'on pense que c'est mieux d'avoir plus d'interaction lors de cette présentation. Donc en 10 minutes à peu près, je vais vous en dire un peu sur le GRI, puisque vous connaissez sûrement nos normes et le standard GRI, mais c'est toujours important de vous expliquer un peu qui on est aussi derrière, quelle est l'organisation, et vous donner quelques tendances du reporting développement durable. On aura après quelques questions-réponses. Et en une seconde partie, je vous présenterai les standards GRI. Alors pour une question de temps, sachez que je peux vous parler des standards GRI pendant au moins 1 heure, mais là l'idée c'est vraiment de vous dire en général ce qui a changé, pourquoi on a changé, et où trouver toutes les ressources auxquelles vous avez accès gratuitement. Et en dernière partie, et Joël en a déjà parlé, je vous dirai un peu plus sur le projet de la version française des standards et comment vous pouvez être un partenaire du GRI sur ces questions-là. Du coup, GRI, donc à propos de GRI, nous sommes une organisation à but non lucratif, une organisation indépendante, et nous sommes basés à Amsterdam. Donc le secrétariat du GRI est basé à Amsterdam et j'appelle aujourd'hui depuis Amsterdam. Nous avons aujourd'hui environ 80 salariés au GRI. Donc ça reste une belle organisation, mais une petite organisation pour l'impact au niveau mondial que l'on a, et je vous en dirai un peu plus tard. En gros, donc comme Aurélie l'a très bien réaffirmé, le GRI aujourd'hui, c'est 20 ans d'expérience, donc nous sommes très fiers cette année de fêter nos 20 ans d'existence, donc ça peut paraître très jeune si on compare à nos propres expériences personnelles, mais en termes de reporting développement durable, c'est long, puisque déjà à la fin des années 90, GRI était le pionnier en termes de reporting développement durable, et vraiment à instaurer cette pratique de niche petit à petit. On a fait une pratique mondiale globalement acceptée, on va dire, par la majorité des plus grosses entreprises. Puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 8000 organisations qui utilisent les lignes directrices GRI. On va dire 70 à 80% des plus grosses entreprises mondiales produisent un rapport développement durable déjà,
et parmi elles, une très très large majorité utilise le GRI. Concrètement, notre objectif au GRI, c'est de développer un standard qui va permettre à toute organisation, donc multinationale mais aussi petite organisation, entreprise publique, institution, ONG, n'importe quelle organisation dans n'importe quel pays, de comprendre d'abord les impacts que cette organisation peut avoir sur l'environnement, la société ou l'économie. Le mot impact est important pour GRI et quand on parle d'impact, on parle d'impact positif et négatif. Donc c'est pas que négatif. Et par l'établissement de ces standards, on va aider donc les entreprises à comprendre leur impact, mais aussi à pouvoir mesurer cet impact et communiquer cet impact qui pour le moment, la meilleure façon de communiquer, on le voit encore, c'est au sein d'un rapport développement durable, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est vraiment l'objectif principal du GRI et le principal produit que l'on propose, c'est le standard GRI qui sont téléchargeables gratuitement depuis notre site internet et c'est vraiment l'essence même du GRI. Donc je vais aller un peu plus vite. Notre vision vraiment, c'est donc déjà, comme on disait, depuis les années 90, on travaille sur des sujets de reporting, donc pour englober un nombre de sujets très importants qui vont des droits de l'homme aux émissions, mais aussi en passant par des sujets de gouvernance ou d'anti-corruption. Et on a vraiment transformé une pratique de niche en une pratique courante adoptée par la plus grande majorité. Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'on souhaiterait, c'est que toutes ces informations non financières qui sont le résultat d'un process de reporting qui peut être difficile, qui peut être pas toujours facile d'accès aussi, mais ce processus de reporting, nous pensons et nous croyons vraiment que la qualité des informations qui vont être le fruit de ce process de reporting permettra à tout décisionnaire de demain de prendre des décisions éclairées. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes complètement convaincus que un membre directoire ou un PDG ne peut pas prendre une décision stratégique sans prendre en compte des risques non financiers. Et c'est là tout l'intérêt aussi du reporting, développement durable et de la vision du GRI. Pour ce faire, et ça c'est important, GRI, nous travaillons et nous développons les standards, mais dans l'intérêt public. Donc c'est pas GRI au sein de nos bureaux à Amsterdam qui développons des nouveaux indicateurs, qui développons des nouveaux principes. Et ça doit être, le fait qu'on soit crédible, doit être le fruit d'un consensus, d'une activité multipartite avec l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Donc par exemple, lors du processus de développement des G4, qui était la dernière version, il y avait toujours autour de la table sur un sujet particulier des représentants du monde privé, donc business, des représentants de la société civile, des gouvernements, de trade unions, donc tout ce qui est représentants syndicaux, et tout ce petit monde représente l'écosystème du RSE et se sont accordés sur ce que devraient être des indicateurs, par exemple, pour tout ce qui est émissions. Donc GRI, vraiment, donc on participe au développement par vraiment cet engagement multipartite et c'est bien ça qui fait notre force aujourd'hui. J'entends qu'on a un bruit de fond, donc je ne sais pas si quelqu'un n'a pas mis son speaker en mute, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à le faire pour justement la qualité de l'audio pour les autres participants. Donc en gros, voilà le GRI, je voulais vous en dire 2 mots. Si vous avez quelques questions que ce soit, on a le temps après dans un autre slide d'y répondre. Et je voulais juste terminer en gros cette première partie sur le paysage reporting développement durable et vous dire aussi où trouver l'information. Donc ces 20 ans d'expérience du GRI fait qu'aujourd'hui on a vraiment une couverture mondiale et nous sommes très fiers de dire qu'aujourd'hui il y a une grande majorité, je disais 8000 à 9000 organisations qui produisent un rapport de développement durable. Avec la directive européenne, on aura encore des milliers de nouvelles organisations qui vont produire des informations non financières. Et ça pour nous c'est très important puisque un des principaux on va dire moteurs du reporting c'est aussi la régulation, donc on pourra en parler si vous le souhaitez après. Mais voilà un peu l'état des lieux du reporting au niveau mondial. Ça c'est issu de notre base de données. Donc GRI, on a ce qu'on appelle le GRI, Sustainability Disclosure Database. Vous
pouvez y accéder gratuitement et vraiment je vous conseille d'y jeter un œil puisqu'on a plus de 40 000 rapports qui sont dans cette base de données. Vous pouvez trier les rapports en fonction d'un pays, en fonction du type de rapport, si c'est un GRI ou non un GRI. Vous pouvez chercher par type d'organisation, si c'est une petite organisation, une multinationale ou par nom. Et vraiment, cette base de données est peut-être non exhaustive, donc vous n'allez peut-être pas trouver tous les rapports, puisqu'on dépend de nos data partners partout dans le monde, pour justement informer cette base de données. Et du coup, je vous conseille de voir un peu, de jeter un œil à cette base de données. Ce qui est important aussi de mentionner, c'est qu'aujourd'hui, GRI, il y a plus de 30 gouvernements qui référencent GRI dans leur politique. Donc, par exemple, la directive européenne a référencé GRI comme un des standards pour aider les entreprises dans la production de données non financières. Pour nous, c'est un travail très très important et on va le voir dans la deuxième partie de cette présentation. Juste quelques données, et ça c'est issu d'une recherche, d'une étude faite par KPMG qui chaque année produit les principales tendances du reporting RSE. Donc vous pouvez aussi jeter un œil à la référence en bas du slide. Et en gros qui montre vraiment que depuis les années 90, voilà, la grande majorité, et ça ne fait que s'accroître, des entreprises produisent des informations non financières. Ça va continuer de s'accroître, notamment par la... Oui Juliette, ouais. Ouais, Juliette, excuse-moi, je t'interromps une seconde pour rappeler à tout le monde de bien garder son téléphone sur son micro sur silence, pardon. Et aussi, on a quelques personnes connectées par téléphone. Donc, je voulais demander à ces personnes de mettre le micro de leur téléphone sur silence également. C'est pour ça que je te coupe la parole, parce qu'on ne peut pas le faire. Elle ne voit pas l'écran, peut-être. Donc, voilà. Donc, je te redonne la parole. Excuse-moi. Donc, aux personnes qui sont par téléphone, merci de veiller à avoir votre micro sur le micro de votre téléphone sur silence. Voilà. En particulier, je vois quelqu'un qui est connecté avec le code pays 212 et je pense que le micro n'est pas sur silence. Voilà. Merci Juliette. Je te redonne la parole. Je lis qu'il y a des coupures. Alors, j'espère que vous pouvez m'entendre et que ce ne sera pas trop difficile pour la communication après. Donc, je retourne sur ce slide-là. Brièvement. Vous pouvez avoir jeté un œil. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'en tant qu'entreprise, nous devons publier un rapport? C'est une pratique des plus courantes. Ce qu'on voit aussi dans cette recherche, et encore, c'est qu'un extrait d'une multitude d'informations sur le reporting développement durable, c'est que la régulation, la réglementation est l'un des principaux moteur, on va dire, du reporting développement durable. Alors GRI, c'est un standard qui va vous permettre, c'est une approche volontaire, mais c'est vrai que de plus en plus des gouvernements demandent aux entreprises de produire des informations non financières. Par exemple, même les bourses, donc la bourse de Taïwan maintenant demande à toutes ces entreprises listées de produire un rapport GRI. Donc dans les chiffres, vous verrez sûrement qu'il y a un gros boost des rapports GRI à Taïwan dû à de cette nouvelle réglementation. D'autres figures donc, qui sont extraits de notre base de données. Alors pour la France, par exemple, notre data partner, c'est My Utility Reporting. Vous pouvez aussi regarder sur notre site internet si vous êtes dans un autre pays, par exemple au Maroc. Vous pouvez aussi regarder quel est le data partner, puisque vous pouvez aussi envoyer directement vos rapports au data partner, ce qui est très important pour nous. Vous voyez que la tendance est vraiment s'accroît. Là, vous direz en 2016, pourquoi il y a moins de rapports? Tout simplement parce que le cycle de reporting n'est pas encore finalisé. Et on verra qu'il y a encore beaucoup de rapports qui vont arriver. Certaines entreprises produisent leurs rapports développement durable en février, d'autres en mars, d'autres en juillet. Donc ça, vraiment, ça varie. Et ça, ce sont des données qui sont issues de mars 2017. Qui produit un rapport? Donc ça, c'est important parce que vous allez me dire, oui, mais nous, on n'est pas une multinationale GRI. Pourquoi GRI pour nous? Après, c'est vrai. La majorité des entreprises qui utilisent le GRI sont des très larges ou multinationales, donc très larges entreprises. Les PME sont pour nous un objectif très clair, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les PME pour faire beaucoup plus de pédagogie pour justement faciliter et simplifier un peu l'accès des standards GRI.
Je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. On a des différents programmes, notamment dans des économies émergentes, avec des gouvernements, le gouvernement suisse, le gouvernement suédois, où on a vraiment ces workshops sur la transparence et pourquoi le reporting est important, etc. Donc vraiment, on travaille vraiment sur ce sujet-là qui, nous le savons, pour GRI est encore un domaine à explorer. Quels secteurs quels secteurs sont les secteurs qui produisent le plus de rapports RSE, donc ceux qui ont un plus gros impact évidemment sur l'environnement, la société ou l'économie, et notamment le secteur financier est un des secteurs leaders sur le reporting RSE. Donc je vais m'arrêter là pour la première partie parce que ça fait déjà plus de 10 minutes. Donc avez-vous des questions? Et peut-être Aurélie, je te repasse le micro. Oui, alors merci beaucoup Juliette pour cette présentation. Est-ce que tout le monde m'entend à nouveau? Oui. Oui, bon, super. Allô? Donc effectivement, j'ai posé 3 questions. J'en profite pour demander aux participants de fermer leur micro. Je ne sais pas qui est-ce qu'on entend, mais il faut fermer votre micro en tout cas. Alors attendez, je vais couper. Voilà, très bien. Donc effectivement, Juliette, donc, il y a quelques questions. Dans les questions préalables, lorsque les personnes se sont inscrites, elles avaient la possibilité de poser des questions à l'avance. Donc il y avait une question à laquelle tu as répondu qui était est-ce que les lignes directrices et les nouveaux standards sont adaptés aux PME? Tu as répondu. Est-ce que tu as une idée de la plus petite taille d'entreprise qui a effectué un rapport et qu'on peut trouver dans la database? Oui. Alors tout à fait, vous pouvez trouver dans la base de données, vous pouvez rechercher les PME. Et alors après, c'est vrai que c'est difficile pour nous parce que les grosses entreprises, par exemple, je prends l'exemple français, c'est un document de référence. Donc légalement, on connaît l'existence de ce rapport. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres PME qui vont, des PME qui vont utiliser potentiellement le GRI, mais on n'est pas forcément au courant de leur rapport. Donc si par exemple vous êtes une PME qui utilise les GRI, n'hésitez surtout pas à nous en faire part et on pourra mettre votre rapport en avant sur notre base de données et justement donner l'exemple à d'autres PME. Pour ce qui est de l'utilisation des standards pour les PME, ce que je voulais aussi noter, c'est quelque chose que je vais présenter en deuxième partie, c'est qu'avec les nouveaux standards, on a un peu simplifié l'accès aux standards GRI. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez 2 documents. C'était très long et c'était peut-être difficile d'accès. Aujourd'hui, ce qu'on met de plus en plus en avant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les standards de A à Z pour pouvoir produire des informations non financières. Si, en tant que PME, vous avez un sujet très important pour vous, vous verrez qu'il est possible justement d'utiliser le GRI en commençant par un sujet particulier. Vous pouvez utiliser quelques principes qui vont vous permettre justement d'avoir un reporting de qualité. Vous pouvez utiliser des indicateurs. Voilà, c'est assez flexible dans l'utilisation et je pense que c'est comme ça qu'il faut que les PME commencent à se familiariser aussi avec le GRI. On a beaucoup de publications qui sont en ligne. Il y en a une notamment qui a été mise à jour avec les standards GRI. On pourra peut-être l'envoyer à la suite de ce webinaire qui va vous expliquer un peu quelles sont les différentes étapes pour produire un rapport avec un rapport GRI. Vous avez beaucoup de témoignages d'autres PME qui vous disent ben voilà, nous on a fait ça pour avoir mon directeur à bord, on a fait ça, etc. avec une checklist de qu'est-ce que je ne dois pas oublier lors de mon rapport RSE, la production de mon rapport. Donc ça, c'est les publications qui sont, encore une fois, et on en a beaucoup sur notre site internet, qui sont pas forcément... il y a beaucoup trop d'informations sur le site internet, donc peut-être en suite de cet email, on pourra vous envoyer des liens vers ces publications pour spécialement pour la cible des plus petites entreprises. D'accord, merci Juliette, et on ne manquera pas de mettre les liens dans le compte rendu. Une autre question concernait la gouvernance au sein de l'organisation GRI. Donc, quelle est la gouvernance à l'intérieur de votre organisation? Et moi, j'avais envie de rajouter un autre aspect. Est-ce que le GRI s'est prêté au jeu de faire son propre rapport en suivant les lignes directrices? Oui, nous avons produit notre rapport récemment d'ailleurs. On pourra aussi vous l'envoyer en exemple de qu'est-ce qu'un rapport GRI. On l'a produit récemment. Donc nous, c'est un rapport combiné comme on l'appelle. Enfin, c'est des informations financières de GRI, les informations non financières du GRI. Donc tout ça est sur notre base de données aussi et sur notre site internet. Donc vous pouvez y jeter un œil. Et pour la gouvernance... Et on a les informations... Oui. Oui, pardon. Ouais, Euh, non, j'allais
gouvernance, mais ça Ouais. les épaules. Et du coup, la gouvernance du GRI, d'ailleurs, sera très bien expliquée dans ce rapport. C'est une bonne question puisque la gouvernance du GRI a changé récemment. Enfin, a changé récemment. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est dans le process de changement de gouvernance, dans le sens où maintenant nous avons comme deux entités. Donc l'entité des standards, donc c'est ceux que l'équipe qui développe les standards, qui organise les groupes de travail pour justement avec toutes les parties prenantes pour développer de nouveaux indicateurs potentiellement. Et on appelle le Standard Division. Elle a maintenant son propre membre directoire qui s'appelle le Global Sustainability Standards Board. Et ce bureau directoire va vraiment conseiller cette division sur tous les développements techniques des standards. De l'autre côté de l'organisation, à laquelle j'appartiens, on a un membre directeur aussi, donc Board of Directors. On a aussi ce qu'on appelle le Stakeholder Council, donc ça représente, on a 50 membres de toutes les différentes groupes de parties prenantes qui plusieurs fois dans l'année, vont conseiller GRI sur des décisions stratégiques. Donc même dans les organes de décision, voilà, il y en a toute cette représentation multipartite. Et puis on a d'autres organes de gouvernance qui, par exemple, si on parle des standards, qui va vérifier le due diligence process, donc le fait que toutes les étapes sont bien mises en place pour l'établissement de nouveaux standards GRI, donc ça qui va vraiment aussi vérifier que tout ça est bien suit bien le process GRI. Donc on a beaucoup d'organes de gouvernance qui permettent justement au GRI de rester d'être une organisation qui œuvre dans l'intérêt public et d'être une organisation à but non lucratif. Donc je vous invite aussi à jeter un coup d'œil dans notre rapport pour comprendre peut-être un peu mieux comment la gouvernance du GRI est structurée. D'accord, merci beaucoup Juliette pour cette réponse très détaillée. Donc on va encore poser deux autres questions et après je te propose qu'on passe à la suite. Donc une autre question concernait l'Afrique. Donc d'après ta présentation, l'Afrique donc c'est le continent qui produit le moins de rapports. La question était est-ce que c'est dû à la faiblesse des réformes en matière de développement durable en Afrique et est-ce que le GRI a prévu un programme pour combler ce gap? Alors comme je disais, c'est vrai qu'un des principaux moteurs du reporting RSE, c'est une réglementation. Donc, ça nécessite d'avoir un gouvernement en place fort qui puisse passer et pousser ce type de réglementation, parce que il y a souvent beaucoup de lobbying qui se passe au niveau aussi des entreprises. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un gouvernement en place fort qui puisse justement passer ce genre de réglementation. Donc, j'imagine que ça peut être aussi une des raisons pourquoi le continent africain qui a peut-être pas toujours ces gouvernements en place et qui puissent durer malheureusement, ça peut être une des raisons. Après aussi, tout simplement aussi en termes d'expérience de reporting d'entreprises en place qui justement en Europe vous verrez les chiffres sont très élevés parce que ça fait des années déjà qu'on a un reporting financier et non financier, donc ça commence à devenir une pratique courante. Donc nous, ce qu'on fait au GRI justement pour aider beaucoup d'entreprises et beaucoup d'organisations sur ce continent-là, c'est qu'on a des programmes, notamment, par exemple, je prends l'exemple du Ghana, on a un programme donc avec le gouvernement, je crois que c'est avec le gouvernement néerlandais d'ailleurs, pour avoir justement toutes ces sessions de training and de workshop où justement on va parler de la transparence, pourquoi la transparence est important, justement pour par exemple attirer des capitaux étrangers, etc. Donc on travaille beaucoup sur ces questions-là. On a aussi un certain nombre de partenaires avec lesquels on travaille de manière très proche, donc par exemple pour faire ce genre de présentation dans différents pays. On se rend aussi à plusieurs conférences justement pour avoir cette sensibilisation qui se passe et justement avoir les questions qui se posent réellement. On a un bureau en Afrique du Sud aussi. Bon après l'Afrique du Sud c'est vraiment un autre contexte, mais ils ont justement un rayonnement plus régional et ils permettent aussi d'avoir un certain nombre d'activités sur le continent africain et justement d'aider justement toute entreprise à connaître un peu plus le GRI et avoir la valeur qui puisse résulter d'un reporting du développement durable. Merci beaucoup Juliette. Une dernière question, donc quel est l'intérêt pour une association en 1900 en France de faire un reporting GRI?
L'intérêt, alors ça, c'est que ce soit l'association 1901 ou que ce soit une entreprise, la valeur du reporting, on peut en parler beaucoup. D'ailleurs, on a eu toute une publication là-dessus. Il y a des valeurs, il y a des avantages, on va dire, en matière de management en interne. Donc, avoir justement un reporting et des process en place vont permettre de comprendre pour une association, mais aussi pour une entreprise, quelles vont être les opportunités, quels vont être les risques des activités de cette organisation-là. Ça va aussi permettre tous les employés d'avoir aussi une certaine fierté de faire partie d'une organisation qui traite des sujets tels que les droits de l'homme, de l'anticorruption, mais aussi des émissions, parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus au quotidien, pour nous au quotidien. Après, il y a aussi beaucoup d'avantages de manière externe. Après, c'est plus valable peut-être pour les entreprises, la traite capitaux, mais c'est aussi un moyen de communiquer à l'ensemble des parties prenantes sur les mesures qui sont prises. Donc, ça peut aussi attirer un plus grand nombre je sais pas, d'adhérents ou de partenaires ou d'investisseurs qui puissent justement se regarder ce que fait l'association sur ces sujets, des sujets qui sont créés pour cette association-là, et montrer aussi on va dire étape par étape les bénéfices et puis les impacts positifs que cette association a pu avoir sur des sujets de développement durable. Mais encore une fois, on peut en parler pendant des heures. Voilà, en très court, voici quelques avantages du report. Merci Juliette. Je te propose qu'on passe à la suite de la présentation. Et les process de reporting de développement durable. Aurélie? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Juliette, je te propose qu'on passe à la suite de la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, super. Donc je passe à la suite de la présentation, qu'on ait un peu le temps de discuter de la transition vers les nouveaux standards. La dernière fois que je suis venue présenter pour RSPED, c'était pour présenter les G4. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi GRI vous lancez maintenant les standards? Et c'est un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vous voyez sur ce slide les différentes évolutions des standards. Alors déjà, Juliette, on ne t'entend plus. Juliette, je ne sais pas si tu m'entends, mais le son est coupé. Juliette, je ne sais pas si tu m'entends, mais le son est coupé de notre côté, on ne t'entend plus. Donc toutes nos excuses pour l'interruption. Juliette ? Je suis de retour. Ouais, j'ai été exclue du webinaire, je ne sais pas pourquoi, mais je suis de retour. Donc du coup, je continue parce que sinon on va avoir passé un peu trop de temps. Je continue, Joël? Oui, tu peux continuer, Juliette. Pardon. Oui, vas-y. Je peux plus passer les slides, donc peut-être que vous pouvez les passer pour moi. Mais bon, je continue. Donc, ce que je disais, dans la fin des années 90, on avait des indicateurs seulement environnementaux qui puissent aider les entreprises à comprendre leur impact sur l'environnement. Et petit à petit, GRI a inclus un certain nombre d'indicateurs justement pour comprendre l'impact au niveau de la société, mais aussi un certain nombre de principes, des questions de gouvernance, d'éthique, d'anticorruption, etc. Aujourd'hui, donc en octobre 2016, nous avons lancé les nouveaux standards GRI. Et il est important, je pense, de vous expliquer pourquoi nous avons lancé les standards GRI. Et avant toute chose, j'aimerais vous annoncer que ce ne sont pas les G5, il n'y aura pas de G6, de G7, etc. L'idée était vraiment de partir de ce qu'on avait avec les G4, qui était une très bonne base, et de l'améliorer. Donc ce que vous allez voir au sein des nouveaux standards GRI, c'est une structure beaucoup plus souple qui va justement permettre aux rédacteurs de pas à chaque nouvelle édition de devoir tout revoir leur process de reporting, mais d'avoir vraiment une structure modulaire qui permettra de pouvoir évoluer en fonction, par exemple, imaginons que demain il y a un nouveau
sujet à un nouveau risque développement durable, de pouvoir développer un standard spécifique sans pour autant devoir revoir l'intégralité des contenus que nous avons déjà. Donc ça, c'est vraiment une amélioration pour le rédacteur, dans le sens où vous connaissez déjà les standards et il y aura peut-être des améliorations, mais on n'aura pas à revoir l'intégralité des standards dus au due diligence process du GRI, par exemple les G4. Ça nous a pris 2 ans et demi à revoir l'intégralité des lignes directrices pour pouvoir les lancer. Donc au moment où nous avons lancé les G4, il y avait déjà des indicateurs qui étaient plus forcément, comme on dit, up-to-date. Le deuxième point, c'est vraiment pour le GRI, et notamment via le changement de gouvernance dont je vous avais parlé, permettre au GRI d'être de plus en plus référencé dans des politiques de développement durable. Et ça, c'est vraiment suite au feedback que nous avons reçu. On s'est dit, voilà, et si ce GRI est de facto le standard international pour tout ce qui est du reporting développement durable, devenons de fait un standard en changeant justement certains éléments dans le texte, mais aussi dans la gouvernance du GRI. Et puis finalement, et ça c'est le plus important, c'est que les standards aujourd'hui, en étant un vrai standard, c'est un langage universel pour toute organisation. Donc quand on parle aujourd'hui d'impact de reporting développement durable d'informations non financières, il est très important d'avoir un langage commun, comme le langage financier, un langage non financier, avec des indicateurs comparables, des indicateurs qui puissent justement avoir un suivi et pouvoir faire un benchmark d'une entreprise à l'autre. Donc tout ça sont les raisons pour lesquelles vous avez aujourd'hui un standard en place. Encore une fois, ce standard, j'ai vu que Aurélie a mis le lien vers les standards, vous pouvez les télécharger sur notre site internet, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. Ce qui va beaucoup changer, ce que je vous disais, c'est la structure. Donc c'est une structure maintenant modulaire. Et on pense vraiment que ça va permettre à tout un chacun de pouvoir justement accéder au GRI de la façon voilà, qui lui semble la plus appropriée. Vous aurez 3 standards universels. Le premier, donc GRI 101, va vous expliquer ce que c'est GRI, qu'est-ce que c'est les standards GRI, quels sont les principes pour avoir justement un reporting de qualité. Le GRI 102 va recentrer ce qu'on appelle le General Disclosures, toutes les informations qui va vous permettre d'expliquer dans quel contexte votre organisation opère. Et le GRI 103, ça va être toute l'approche managériale. Et ça, c'est quelque chose, si vous connaissez les G4, qui vous parle, puisque rien n'a changé en termes de principes de contenu, en termes de in accordance system, donc les systèmes de conformité avec GRI, tout ça reste les mêmes. Ce qui a changé maintenant, c'est cette approche modulaire. Lorsqu'une entreprise, maintenant, si vous êtes familier avec le GRI, vous savez que GRI ne demande pas aux entreprises de produire n'importe quelle ou toute information développement durable. Il y a tout un processus de pertinence ou de matérialité qui est au cœur de la réflexion du GRI, ce qui va vous permettre, vous, en tant qu'entreprise ou en tant qu'organisation, de comprendre vraiment quels sont les sujets les plus importants, celles que... Et il y a un écho, donc je ne sais pas si l'écho est encore là. Mais quels sont les sujets les plus importants pour vous en tant qu'entreprise à faire figurer dans votre rapport? Attends, Juliette, oui, Juliette, excuse-moi, c'est Joël. Alors effectivement, il y a un écho. Alors je crois voir que tous les micros sont éteints. Ah non, peut-être le micro, voilà, de Karine, mais qui a éteint son micro. Et sinon, je me demande aussi s'il n'y a pas quelqu'un qui est au téléphone, qui n'a pas mis le micro de son téléphone sur mute. Donc si c'est possible de sa part, merci de le faire. Et sinon, merci de faire le moins de bruit possible. Voilà, excusez-nous de cette interruption. Juliette, je te redonne la parole. Merci. Donc du coup, merci je disais que, oui, donc suite à l'exercice de matérialité, vous allez pouvoir après, en fonction des sujets qui vous ont semblé les plus importants, vous en tant qu'organisation, mais aussi vos parties prenantes, vous allez choisir un standard qui va vous permettre de trouver toutes les informations pour justement produire des informations non financières sur ce sujet. Par exemple, vous êtes une entreprise et suite à votre exercice de matérialité, vous vous rendez compte que les sujets les plus importants à faire figurer dans votre rapport sont les émissions et tout ce qui est, on va dire, anticorruption. Vous allez donc du coup regarder dans les standards GRI, un standard sur ce sujet bien précis, et au sein de ce standard-là, de ce standard spécifique, vous allez trouver
les indicateurs, mais aussi des exemples, tout ce qui va justement vous permettre de produire des informations sur ce sujet bien précis. Par exemple, si vous ne souhaitez pas utiliser GRI de A à Z, vous pouvez très bien utiliser un standard sur les émissions qui va vous permettre d'avoir des informations très détaillées sur comment produire des informations sur mes impacts en termes d'émissions. Et ça, c'est vraiment la flexibilité du GRI. Ce que vous verrez aussi, et pour ceux qui connaissent G4, mais ceux qui ne connaissent pas G4, c'est aussi un bon moyen de vous dire qu'on a beaucoup travaillé sur clarifier vraiment ce que vous trouverez au sein des GRI. Donc aujourd'hui, vous aurez une distinction plus claire entre ce qui est des exigences. Donc si vous souhaitez être en conformité avec les standards GRI, voici les informations que vous devez faire figurer au sein de votre rapport. Vous allez avoir des recommandations du GRI. Donc c'est pas une exigence, mais on vous conseille fortement de regarder et de faire, par exemple, de présenter l'information de telle ou telle façon. Et après, vous avez des conseils. Et ça, c'était ce qui fait partie du guide de mise en œuvre, des conseils et des exemples, donc comment d'autres entreprises ont pu appliquer ces indicateurs, quelles vont être par exemple les difficultés que d'autres ont rencontrées, et vraiment avoir dans un même lieu, dans un même document, toutes ces informations-là. Il y a eu beaucoup de clarifications sur les concepts, tels que impact, périmètre, qui sont très importants pour GRI, et ça encore une fois dans le but de vraiment d'éviter toute mauvaise interprétation. Et on a beaucoup travaillé aussi sur l'édition. Donc l'édition, c'est-à-dire, vous allez me dire, oui, mais GRI, c'est un jargon tellement particulier et tellement compliqué. Et ça, c'est totalement vrai. Et ça fait partie des nombreux feedbacks qu'on reçoit au quotidien, et du coup, notamment avec les G4. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la simplification de certains éléments. Par exemple, avant, on appelait le DMA. Maintenant, ça va être juste l'approche managériale. Donc, vraiment, une simplification, et c'est encore qu'un exemple de tous ces termes et tout ce jargon du GRI. Donc encore une fois, je passe vite sur ce sujet-là pour vous donner les messages clés. Si vous êtes déjà en conformité avec les G4 ou si vous connaissez déjà les G4, le changement vers les standards va être relativement mineur. Parce que, comme je disais, tous les concepts clés, les principes de reporting, l'approche managériale, le focus sur la matérialité, sur la pertinence, tout ça n'a pas changé. Donc, ce qui va vraiment changer en revanche, c'est l'approche modulaire, donc comment vous ouvrez et comment vous accédez aux standards, mais en termes de reporting et de process de reporting, les impacts vont être relativement mineurs. Les informations vont être plus claires, donc on espère justement que ça va à l'inverse faciliter un peu votre process de reporting. Information très importante, vous avez jusqu'au 1er juillet 2018 pour produire un rapport G4. Après cela, tout rapport devra, enfin en tout cas GRI, se faire en conformité ou en suivant les standards GRI. Je vois qu'il y a des questions, donc, mais je sais que Aurélie, tu notes toutes ces petites questions, donc on y répondra à la fin de cette présentation. En termes de ressources, vous avez une grande diversité de ressources, encore une fois, à télécharger gratuitement sur notre site de GRI. Vous avez ce document qui s'appelle le Mapping Document, qui va vous expliquer en détail tous les indicateurs et tous les changements qui se sont faits entre G4 et Standard. Vous allez voir que certains indicateurs, pour justement un objectif de clarification, peut-être changer de place, et du coup tout ça, ça va être un peu votre Bible. Si vous êtes déjà un rédacteur GRI et que vous souhaitez justement faire la transition vers les standards. Si peut-être vous aurez la question aujourd'hui, est-ce que je vais commencer avec les G4 ou avec les standards? Je vous conseille fortement de juste commencer avec les GRI standards, puisque ça va être justement le standard qui sera en place pour les années à venir. J'ai mis le lien en bas de cette page. Vous allez sur le site du Global Reporting et vous cliquez sur Standards et vous arrivez sur le site des standards. Ce que vous trouverez sur ce site-là, vous trouverez aussi des enregistrements de webinaires que l'on a fait, où on présente vraiment beaucoup plus en détail les standards. Et c'est d'ailleurs le directeur de la division des standards qui présente de manière très claire, mais en même temps détaillée, c'est quoi les standards et pourquoi on doit... Voilà, plusieurs éléments, ce que j'ai présenté, mais vraiment plus en détail. On a des événements de lancement un peu partout, donc si jamais vous voulez participer à un de ces événements, regardez sur le site du GRI, donc il y a tous les événements listés. Le dernier en date, par exemple, était en Suisse.
Je vais parler de l'événement qu'on aura en France dans quelques instants. On en aura notamment partout dans le monde. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire, ils sont gratuits. C'est là où vous pouvez vraiment rencontrer les architectes, on va dire, des standards GRI. On a un programme qui s'appelle le Standard Pioneer. Je vais y revenir dans quelques minutes. Nous avons des trainings un peu partout. Donc n'hésitez pas aussi à regarder ces informations sur le site du GRI. On a des documents de liaison aussi, ça c'est une autre source d'information qui va vous permettre, par exemple, si vous communiquez avec le CDP, comment j'utilise les standards GRI, vous pouvez justement voir, pour éviter d'avoir justement cette redondance en termes d'initiatives, vous pouvez justement jeter un œil sur tous ces documents qui vont vous permettre de comprendre comment utiliser le GRI pour répondre à de nombreuses exigences, notamment CDP, mais aussi on va mettre en place pour la Communication in Progress, etc. Le Standard Pioneer, si vous êtes aujourd'hui une organisation et vous souhaitez vraiment transitionner vers les standards GRI, je vous conseille de rejoindre ce programme, puisque c'est une série de webinaires, donc un peu comme ce qu'on a aujourd'hui, où on présentera étape par étape tous les changements qui ont été opérés au sein des standards, répondre à toutes vos questions live avec justement les experts, donc l'équipe des standards qui pourra répondre à toutes vos questions, mais aussi comprendre un peu comment d'autres entreprises, quelles sont les autres questions des entreprises. Et ça, on sait que c'est très important pour vous en tant que rédacteur de comprendre un peu comment les autres appliquent les standards GRI. Donc ça aussi, c'est un programme, je vous invite à y jeter un œil. Maintenant, la question est de les traduire en français, parce que les standards GRI sont en anglais, et un des principaux objectifs du GRI maintenant, c'est de les rendre accessibles à tous. Et le français a été et est une langue prioritaire pour le GRI, elle fait partie des 10 langues prioritaires du GRI, et l'idée vraiment maintenant, et notamment pour moi et mon équipe, c'est de vraiment trouver au sein de notre réseau des partenaires qui puissent nous aider à traduire les standards dans diverses langues pour justement que la majorité des entreprises puissent les utiliser. Cette somme est assez conséquente parce que GRI travaille avec la même agence de traduction pour l'ensemble des traductions, ce qui va permettre une qualité. Donc on doit trouver la somme de 25 000 euros, ce qui est une somme conséquente, je vous l'accorde, mais du coup, pour permettre à tout un chacun de pouvoir participer à hauteur de leur financement et pouvoir justement collaborer avec GRI, on a développé cette campagne de crowdfunding. C'est plutôt ambitieux. C'est la première fois pour GRI qu'on teste cette façon justement de collaborer avec différentes organisations au niveau mondial. Donc vous avez aussi le lien là. Je vous invite à rejoindre et à jeter un œil. On a différents niveaux de contribution, différents niveaux de visibilité. Par exemple, si vous souhaitez être un gold sponsor, comme on les appelle, vous avez un grand nombre d'avantages. Par exemple, je sais que dans l'Assemblée, certains d'entre vous connaissent déjà le GRI Gold Community. Donc, c'est le programme principal du GRI. Vous avez 50% de réduction, une visibilité maximale au sein des standards même. Donc, dans chaque standard, vous aurez le logo des organisations, mais aussi au sein des événements de lancement, etc., des webinaires. Donc, plusieurs niveaux, et vraiment le message ici, c'est on souhaite aussi attirer les particuliers qui souhaitent justement travailler avec GRI pour permettre à toute entreprise de communiquer sur leurs impacts, mais aussi aux entreprises de pouvoir collaborer avec GRI et d'avoir une visibilité aussi au sein des standards et dans leur réseau en termes pour démontrer un peu leur engagement aux côtés du GRI. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme, on a différentes modalités de paiement. Cette plateforme, nous le faisons en collaboration avec Materiality Reporting. Donc, Materiality Reporting est notre data partner en France et a beaucoup travaillé avec nous parce que notamment a remporté l'appel d'offres pour organiser, et là j'y viens, le lancement officiel des standards en français. Et via ce partenariat, Materiality Reporting nous aide vraiment dans cette plateforme de crowdfunding. Donc, vous pouvez aussi contacter Materiality Reporting si vous avez une question à ce sujet-là. Nous souhaitons lancer les standards en français à l'automne 2017, mais ça dépendra évidemment de notre levée de fonds pour la traduction elle-même. Et on a déjà donc BNP Paribas Real Estate qui s'est engagé, qui va être l'hôte et le sponsor de cet événement-là. Donc on vous communiquera dès que possible les avancées en termes de traduction des standards et du coup de l'événement de lancement. Et nous vous invitons tous à y participer, puisque nous aurons vraiment toute la communauté GRI
d'entreprises produisant un rapport, mais aussi des investisseurs, de membres de gouvernement. Donc on discutait avec le gouvernement aussi français pour y participer. Mais je vois qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises marocaines dans l'Assemblée. Donc ce sera aussi l'occasion pour vous de pouvoir discuter des standards en français avec le GRI. Donc encore une fois, nous vous communiquerons plus d'informations très prochainement. Et sur cette note, je vais m'arrêter là puisqu'il nous reste 10 minutes pour les questions-réponses. Donc j'espère que c'était pas trop exhaustif et que ça vous a donné envie de visiter notre plateforme de crowdfunding et de me poser un maximum de questions. Merci Juliette. Donc effectivement, il y a déjà quelques questions. J'invite les participants donc, à poser des questions aussi dans la fenêtre de conversation. En attendant, je vais poser les premières. Donc, est-ce qu'il y a un contrôle qui est mis en place pour vérifier l'application des nouveaux standards? Et est-ce qu'il y a des sanctions pour les organisations qui n'appliqueraient pas correctement les standards? Voilà, ça, j'ai bien compris la question. Merci. GRI n'est pas un organisme de certification. Et on est vraiment sur une approche volontaire. Donc nous, le rôle du GRI, c'est de mettre en place, de donner à la disposition de toutes les standards qui puissent leur permettre justement d'avoir, de produire de ce rapport développement durable et un rapport de qualité. GRI n'a pas vocation à vérifier la véracité des informations de votre rapport. Pour nous, c'est à vous en tant qu'entreprise de prendre cette responsabilité-là et à vos parties prenantes et aux utilisateurs de ces informations-là de juger la qualité de vos rapports. Donc après, en revanche, on a un certain nombre de services qui puissent vous permettre justement d'avoir des rapports beaucoup plus clairs et beaucoup plus en conformité avec GRI. Donc c'est le Content Index Service, le Material Disclosure Service. Donc ça, ce sont les services, vous pouvez demander quand votre rapport est finalisé au GRI de vérifier que l'information peut être trouvée facilement. Et ça vous permettra un peu de structurer votre rapport, mais en aucun cas, on vous dira ce rapport est pas du tout un rapport GRI, vous ne pouvez pas vous autodéclarer en conformité avec GRI. Donc après, c'est notre position. C'est vrai qu'on peut être parfois critiqué sur cette position-là, mais pour nous, c'est important en termes d'indépendance de respecter ce fait-là. Après, si vous produisez un rapport et que vous l'avez fait en conformité avec GRI, vous pouvez soit faire via les data partners, soit vous seul, télécharger sur la plateforme du GRI les informations et vous auto-déclarer en conformité avec GRI. Encore une fois, être en conformité avec GRI, que ce soit critères exhaustifs ou critères essentiels, c'est une façon d'utiliser GRI. Maintenant, vous pouvez vous référencer notamment avec les standards de manière beaucoup plus claire, car vous dites que vous êtes GRI reference, que vous vous référencez au GRI, c'est-à-dire que vous utilisez un certain nombre de principes ou d'indicateurs, mais vous ne suivez pas, vous n'êtes pas en conformité avec GRI. Information importante avec la transition vers les standards, c'est que maintenant vous pouvez donc sur la base de données mettre votre rapport, mais vous devez auto-déclarer au GRI la production de votre rapport, que ce soit en conformité ou en référence avec les standards. Donc quand votre rapport est prêt, vous devez le signifier, envoyer un email au standard GRI standards@globalreporting.org. Et ça, c'est vraiment bien expliqué. De toute façon, sur notre site internet, il n'y aura pas de soucis. D'accord. De ce fait, est-ce qu'il y a un espèce de contrôle qualité des rapports qu'on peut trouver dans la database ou pas? Encore une fois, un GRI en termes de qualité, j'imagine que tu fais référence aux assurances externes et puis aux audits. Nous, au GRI, on recommande aux entreprises d'avoir un audit pour justement regarder la qualité des informations là, mais c'est pas quelque chose qui est une exigence. Donc, encore une fois, pour répondre à ta question, non, on va pas vérifier si les rapports sont de qualité ou pas de qualité. Pour nous, ce qui est important, c'est que les parties prenantes, enfin tous les utilisateurs de ces données-là puissent trouver l'information. Et après, à elles de juger si ces informations-là sont de qualité ou pas et de revenir vers l'entreprise sur ces questions-là. Il y avait une autre question qui était dans la même lignée. Est-ce que dans la base de données, les rapports sont uniquement des rapports développement durable ou est-ce qu'on peut également trouver des rapports intégrés? On peut trouver des rapports intégrés. Après, ils sont minoritaires parce qu'il y a très peu de rapports intégrés encore au niveau mondial, mais vous pouvez trouver, alors après je ne suis pas sûre qu'on puisse avoir
il y a un certain nombre de filtres. Je ne suis pas sûre que vous pouvez filtrer par reporting intégré, mais sachez que oui, on a évidemment les rapports. Ben après, c'est tous les rapports qui présentent des informations non financières. Donc les rapports intégrés, les rapports combinés, les rapports juste développement durable, les rapports juste sur les droits de l'homme par exemple. Tous ces types de rapports peuvent être trouvés sur la base de données GRI évidemment. Une autre question de Joël. Est-ce que les lois nationales relatives au reporting font référence au GRI? Alors les lois nationales c'est très vaste. Alors il y a quelques lois nationales, oui, et comme je disais, il y a 30 gouvernements qui aujourd'hui référencent le GRI dans leur politique. On a toute une équipe qui travaille sur ces questions-là, justement pour pousser les gouvernements à avoir ce qu'on appelle smart policies. Donc c'est pas demander n'importe quoi aux entreprises, mais c'est surtout demander des informations pertinentes et puis surtout les aider à savoir comment, notamment en demandant ou en référençant au GRI. Donc après, il y a plusieurs façons de le faire. Certains gouvernements demandent la production de rapports GRI, d'autres vont annoncer GRI comme un des standards potentiels pour l'utilisation, pour la production de ces informations-là. Donc il y en a de plus en plus. Et c'est vraiment aussi un des objectifs de notre équipe Policy Team qui travaille sur ces questions-là. D'accord, très bien. On a une question, je pense que tu y as répondu déjà, mais je vais quand même la poser. Elle a été posée comme ça, hein. Donc, est-ce que l'adoption d'un standard remplace la matrice de matérialité? Non, en aucun cas. L'exercice de matérialité est un exercice stratégique qui va vous permettre justement de déterminer quelles sont les informations les plus pertinentes pour vous, pour éviter justement aux entreprises de produire un rapport de 400 pages, chose que personne ne lit et qui n'est pas du tout stratégique. Après, GRI en tant que standard va vous donner des pistes de réflexion, enfin va vous donner clairement un processus de matérialité, enfin, et on a un principe de matérialité qui vous décrit comment mener ce processus, cette analyse de matérialité, et va vous permettre justement d'avoir un certain nombre d'étapes pour avoir ce résultat de sujets les plus pertinents utilisés. Et après, le standard, outre cet exercice stratégique, va aussi, suite à cet exercice de matérialité, vous donner tous les outils pour produire des informations, donc des indicateurs, une approche managériale qui va vous permettre justement de communiquer sur ces sujets les plus importants issus de votre exercice de matérialité. Donc c'est deux choses différentes, deux choses complètement complémentaires, et le GRI couvre vraiment ces questions de matérialité, mais aussi dans le détail quelle information qualitative, quelle information quantitative pour produire votre rapport développement durable. Merci beaucoup Juliette. On n'a malheureusement pas le temps de poser toutes les questions qui restent, mais on pourra éventuellement vous mettre en relation avec Juliette si vous avez d'autres questions à la suite du webinaire. On va juste en poser une dernière. Est-ce que donc l'intégration du GRI est-il nécessaire pour une intégration d'entreprise en bourse? Ça dépend. Comme je disais, la bourse de Taïwan aujourd'hui le demande. D'autres bourses comme BM Bovespa au Brésil recommandent. Donc en tout cas, il y a des informations non financières qui doivent être présentées dans les rapports d'entreprise, et ces informations non financières, GRI est le standard universel pour les produire. Donc oui et non. Après, ça vient de plus en plus. On voit de plus en plus de bourses qui demandent aux entreprises de lister, en tout cas pour être listées, de produire des informations non financières et des informations non financières issues d'un rapport GRI. Donc peut-être que ça va venir. Donc Joël m'informe qu'on peut déborder un peu et poser d'autres questions. Donc je poursuis. Est-ce qu'il existe des mesures incitatives pour les entreprises? Oui, j'imagine. Après, ça dépend de quel contexte on parle et si c'est des mesures incitatives du GRI. Mais par exemple, nous, en tout cas dans notre équipe, on pousse les entreprises à produire évidemment un rapport. Après, c'est plus des questions notamment des demandes de parties prenantes telles que les investisseurs. Après, si vous êtes une entreprise B2C, ça va être de vos consommateurs, justement pour avoir un certain nombre d'informations sur vos pratiques et sur votre gouvernance. Les incitations, ça vient des demandes aussi, peut-être si vous êtes une entreprise dans votre chaîne d'approvisionnement.
à une entreprise dans une chaîne d'approvisionnement pour pouvoir justement décrocher un contrat auprès d'un client, aujourd'hui, et ça c'est un fait, demande notamment une certaine transparence sur vos impacts en termes d'économie, société, etc. Donc ça, les incentives, les pratiques, les mesures incitatives, comme vous dites, viennent d'une multitude de parties prenantes, GRI en étant une, puisque nous, évidemment, après, on n'est pas une organisation à caractère, enfin, comment dire, je sais plus, j'arrive plus à trouver le nom, mais on va pas avoir de campagne blasphématoire sur des entreprises qui produisent pas de rapport, par exemple. Donc, nous, on incite justement en essayant de simplifier, en essayant de montrer la valeur du reporting aux entreprises. Donc ça, c'est un peu en tout cas dans notre équipe, notre façon de faire. D'accord, donc une dernière question cette fois. Dans l'entreprise ou dans les organisations, est-ce que tu as des retours sur le type de service ou de poste qui est en charge de la mise en place et de l'intégration du GRI dans les politiques de l'entreprise? Par exemple, est-ce que c'est plus les chargés de mission développement durable? Voilà, quel type de poste est en charge de ce dossier-là en général? Alors évidemment, ça va varier d'une entreprise à l'autre, mais en général, c'est vrai qu'il y a une équipe développement durable, une équipe RSE qui va se charger et la plupart du temps d'une multitude de sujets, y compris du reporting. Il y a d'autres entreprises qui ont une équipe de 3 personnes dédiées au reporting, par exemple. D'autres entreprises, maintenant, la direction RSE est rattachée à la direction financière, puisqu'elles produisent par exemple un reporting intégré. Donc c'est important d'avoir des process de reporting financier et non financier qui sont les mêmes. Après, parfois, la RSE est rattachée à la communication. Donc le reporting fait partie justement de ce document, donc de la communication. Donc ça va vraiment dépendre. Et aussi, ça va vraiment dépendre de la place du développement durable, de la RSE, du reporting RSE au sein de l'entreprise d'un point de vue stratégique. Si c'est plus une approche de communication, c'est plus une approche stratégique, on verra que le RSE, et en tout cas l'équipe RSE, a différents rôles et est plus ou moins proche du PDG ou du membre directoire. D'accord. Merci beaucoup Juliette donc, pour la présentation et puis pour l'ensemble des réponses aux questions. Donc, on a été ravis de t'avoir comme intervenante dans le webinaire de RSE et PED. J'en profite pour remercier Anne qui a tweeté pendant le webinaire. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter.